Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je vous souhaite bien évidemment tous mes meilleurs vœux pour 2021. J'espère que là où vous êtes, vous avez quand même pu fêter dignement le passage à la nouvelle année. Alors, comme première vidéo pour 2021, très grosse vidéo. On va parler en fait de beaucoup de choses et notamment en fait d'une hausse verticale similaire à 2013 pour le Bitcoin. En tout cas, c'est une question aujourd'hui à laquelle on va essayer en fait de répondre. Donc, on voit plein de trucs commencer un petit peu à passer en fait sur les réseaux, pas mal d'euphorie, les médias commencent à en parler, la bulle se met en place. On est vraiment parti en fait dans ce bull market dans les meilleures conditions. Tout est vraiment en train de correctement se mettre en place. Donc, j'espère que vous, ça fait maintenant un bon petit moment que vous êtes bien positionné. On va essayer de surfer en fait cette vague le plus longtemps possible. Et vous verrez en fait que cette hypothèse, comme quoi en fait on pourrait partir sur une hausse verticale comme celle de 2013 et absolument pas en fait comme le bull market qu'on a pu avoir en 2017, est de plus en plus aujourd'hui crédible. Et on va essayer en fait de parler un petit peu de tout ça. Alors, pas forcément d'analyse du Bitcoin. Bon, ça pousse, hein, écoutez, ça pousse, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le portefeuille, il se porte très bien. Je ferai quand même une analyse beaucoup plus détaillée dans la prochaine lettre d'investissement que je vais envoyer ce lundi. Donc, dès demain, pour la recevoir, et surtout, il faut s'inscrire avant qu'elle parte pour la recevoir. Eh bien, écoutez, inscrivez-vous, le lien, il est juste dans la description. C'est gratuit, bien évidemment. Allez, donc on commence avec justement, on met le graphique du Bitcoin, mais pas pour analyser le Bitcoin en tant que tel, plus pour se baser en fait par rapport à ce qui s'est passé en 2013. Donc là en fait, comme vous pouvez le voir dans le petit carré vert qu'il y a sur la gauche du graphique, on a eu en 2013 une hausse extrêmement importante de près de 9000% entre le début de l'année et la fin de l'année 2013. Et on le voit, c'est monté en ligne droite. Donc il y a quasiment pas eu en fait de vague de correction, à part une vague de correction qui a fait beaucoup de dégâts. Donc en gros, il s'est passé quoi? On a eu une première hausse, honnêtement parabolique, ça monte en ligne droite, de 1800%. Donc c'est quand même pas mal. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas non plus sur une hausse aussi importante depuis le début de la vague. Donc 1800%, sauf que qu'est-ce qui s'est passé après? En plein milieu, on a eu une baisse, et une baisse là, on la voit peut-être pas, mais elle est de moins 80%, entre le plus haut et le plus bas. Donc ça, pour le coup, psychologiquement, c'est difficile, et je peux vous assurer qu'il y a très peu de personnes qui vont être capables de tenir des positions quand on a un portefeuille qui peut perdre plus de 80% de sa valeur en l'espace de quelques jours. C'est malheureusement ce qui peut se passer quand il y a une hausse qui est beaucoup trop forte. Arrivé à un moment, il y a quelques gros qui arrivent, qui vont un petit peu calmer, on va dire, les ardeurs de certains, et qui vont malheureusement faire baisser en fait le prix, malheureusement ou heureusement, vu qu'après, ça a un petit peu assaini en fait le marché, et il a pu repartir de nouveau pour faire une hausse de 2500%, ce qui au final, au total, nous fait quasiment 9000% de hausse entre le début de l'année et la fin de l'année. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est que, je pense que tout le monde le voit, rien n'est similaire à 2017. Absolument rien. On le voit. On est sur une hausse qui ne cesse aujourd'hui de continuer. Il n'y a pas de phase de correction. Depuis les 12 000 $, le prix en fait ne cesse de monter. Il a à peine consolidé en fait sur la zone des 20 000 $, qui était en fait le précédent point le plus haut. On y est resté une semaine, 2 semaines, boum. Ensuite c'est reparti. Et là, la hausse continue. On est quand même passé en fait de 12 000 $ à près de 40 000 $ en l'espace de quelques mois, et pour le coup sans jamais vraiment s'arrêter. Donc ça, clairement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en 2017. Autre fait marquant par rapport à 2017, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, c'est que les altcoins ne sont toujours pas dans une tendance haussière contre le Bitcoin. Elles subissent de plein fouet le Bitcoin, et à l'heure actuelle, la tendance est toujours fortement baissière des altcoins contre le Bitcoin. Donc, est-ce que on pourrait avoir une hausse similaire? Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait encore monter, Je vois certaines personnes justement commencer à annoncer en fait des chiffres de 100 000 $ qui seraient atteints sans qu'il y ait de vraies vagues de correction. Bon, écoutez, on va essayer un petit peu de voir tout ça, et surtout, j'essaierai en fait quand même de donner une conclusion par rapport à ça et de dire plus ce que je pense. Après, c'est uniquement ce que je pense. Bien sûr, on n'est pas là pour donner en fait des vérités absolues. Personne n'est devin et personne ne peut prédire l'avenir. Alors, on va commencer maintenant à parler un petit peu plus justement des comportements des personnes qui pourraient influencer massivement le Bitcoin, les baleines. Je vous rappelle que aujourd'hui, les marchés, ils peuvent s'effondrer en un claquement de doigts
si les baleines décident de vendre. Ça, il faut quand même bien le prendre en compte. Le Bitcoin, c'est un marché qui n'est pas aussi liquide que les marchés traditionnels. Donc ça veut dire qu'il suffit de quelques gros pour vraiment faire des gros décalages. On l'a vu, notamment cette semaine, le Bitcoin a perdu 10-15% en l'espace de quelques heures. C'est initié en fait par quelques personnes seulement. Donc s'ils sont capables de faire bouger en fait le prix de 10-15%, bien évidemment, ils sont aidés en fait par toutes les personnes qui sont un petit peu trop euphoriques et qui prennent un petit peu trop de levier. Mais concrètement, s'ils sont capables de faire des mouvements comme ça aussi rapidement, qu'est-ce qui va se passer en fait quand ils vont vraiment commencer à vendre? Donc ça, pour le coup, il faut le surveiller. Là, je vous mets le fameux graphique justement pour voir un petit peu l'évolution des baleines, des portefeuilles des baleines. Donc tous les portefeuilles dans la blockchain qui ont plus de 1000 BTC. Eh ben, rappelez-vous en fait que on avait eu cette petite baisse qui avait été amorcée et au final, que nenni, on est reparti à la hausse. On repart en forte accumulation. Donc c'est assez étonnant, mais pour l'instant, on est toujours dans une phase d'accumulation de la part des baleines. Il n'y a toujours pas de phase au final où les baleines commencent un petit peu à alléger en fait leur portefeuille et à profiter en fait de tous les nouveaux entrants pour commencer à liquider petit à petit leur gros capital de Bitcoin. Donc pour l'instant, pas de vente significative. En tout cas, on ne voit pas aujourd'hui sur les données en fait de la blockchain de mouvement des baleines significatifs qui pourraient enfin nous donner en fait des indications sur le fait que les baleines commencent enfin à larguer un petit peu toute l'accumulation qu'elles ont pu faire en fait depuis maintenant plus d'une année. Donc ce n'est absolument pas le cas. L'accumulation continue. Elle a débuté fortement en début d'année 2019. Maintenant, on est en début d'année 2021 et l'accumulation a l'air de toujours continuer. Ça, pour le coup, c'est vraiment un signe qui est toujours extrêmement haussier. Ensuite, les plateformes d'échange nous confirment ça. Si on met là, je vous mets en fait le graphique du déficit. Donc ça nous permet en fait d'avoir le ratio en fait tout simplement entre les volumes entrants et les volumes sortants des plateformes d'échange, donc de Bitcoin bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on est systématiquement dans le rouge. Donc ça veut dire que les plateformes sont en déficit. Leur balance ne cesse de baisser. Et ça pour le coup, je pensais en fait qu'on avait enfin atteint une zone plancher où les balances des plateformes allaient enfin commencer de nouveau à réaugmenter grâce à l'arrivée de tous les particuliers qui vont être attirés en fait par la bulle, par les médias, etc. Et pour le coup, pour l'instant, non, les plateformes sont toujours en déficit. Et ça, en fait, ça confirme justement le graphique que je viens juste de vous montrer par rapport aux baleines. Ça montre qu'il y a toujours une accumulation malgré les niveaux qui sont très élevés, il faut le dire, 30 000, 40 000 $. Il continue à y avoir encore beaucoup d'accumulation de Bitcoin, ce qui confirme de nouveau qu'on est quand même dans une tendance qui est extrêmement haussière et que en tout cas par rapport à ça, il n'y a pas vraiment en fait de signe de faiblesse pour l'instant. Attention, c'est pas forcément le cas de tous les indicateurs. Il y a d'autres indicateurs qui sont clairement dans des zones de vente aujourd'hui, dans des zones où justement il faut commencer à faire attention. Donc là, c'est pas le but de cette vidéo. On en parlera en fait notamment dans la lettre d'investissement premium qu'on va également envoyer ce lundi. On en parlera de manière beaucoup plus précise. Et si vous voulez de nouveau rejoindre mes Club Invest, qui vous permettra en fait d'avoir accès à des lettres d'investissement premium, à un espace de formation, à des signaux long terme, etc., etc. Le lien également est dans la description. Donc on parlera de tout ça de manière plus précise dans cette lettre. Ensuite, on va parler maintenant de l'assèchement de la liquidité. Et ça, il faut quand même un petit peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la liquidité, en fait, c'est tout simplement le nombre de bitcoins qu'on va aujourd'hui avoir disponible sur le marché à l'achat. Ça veut dire que si moi, demain, je vais acheter 10 000 bitcoins, la question est de savoir est-ce que il y a aujourd'hui la possibilité, en fait, d'acheter une telle quantité, en fait, de bitcoins rapidement sur le marché. Et s'il y a une très, très forte liquidité, donc s'il y a un nombre important en fait de bitcoins qui sont sur le marché, dans les carnets d'ordre, en OTC, en tout cas prêts à être vendus, on dit que c'est un marché qui est assez liquide. Pour le coup, en fait, le bitcoin, on dit plutôt que c'est un marché qui est illiquide, et clairement aujourd'hui, il y a un assèchement de la liquidité. Ça veut dire que le bitcoin devient de moins en moins liquide. Alors déjà qu'il ne l'était pas beaucoup en fait par le passé, il l'est encore moins aujourd'hui. Donc là, en fait, je vous mets ce graphique de Glassnode qui nous montre un petit peu en fait l'évolution. Donc entre les actifs liquides et les actifs illiquides, on voit en fait clairement, ça va un petit peu concorder en fait avec ce que j'ai pu vous montrer auparavant, ce qui est normal, vous me direz. Mais concrètement, on voit que depuis notamment le début de l'année 2020,
on a une baisse significative de la liquidité. Donc ça veut dire des bitcoins qui sont disponibles, accessibles sur le marché pour être achetés ou vendus, bien évidemment. On voit que c'est vraiment en très très forte baisse. Et pour le coup, on le voit avec la courbe bleue qui nous montre en fait l'évolution du nombre de bitcoins qui eux sont illiquides, qui elles montent beaucoup moins vite parce qu'en fait la grande majorité des bitcoins est déjà illiquide, mais on voit qu'il y a toujours cette croissance qui quand même commence à vraiment augmenter. Et bien sûr, ça concorde avec le fait de voir les plateformes d'échange qui sont sur des déficits au niveau des montants qu'ils ont aujourd'hui sous gestion. On voit également ça par rapport à l'accumulation massive des bitcoins de la part des baleines. Donc tout concorde aujourd'hui à nous dire qu'on est vraiment sur une crise de liquidité. On voit que notamment en 2017, on avait connu exactement le même phénomène, mais de manière beaucoup moins importante. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus fort. On le voit, la baisse du nombre de bitcoins liquides est quand même beaucoup plus importante. Donc, est-ce que ça présage d'un mouvement qui va être beaucoup plus fort? C'est possible. En tout cas, ça nous confirmerait effectivement que ça pourrait être le cas. Bien sûr, ce n'est pas uniquement sur ça qu'il faut se baser pour dire que oui, on fera des performances qui vont être encore plus importantes qu'en 2017. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 4,2 millions de bitcoins qui sont actuellement en circulation et disponibles à l'achat. Donc ça représente 22% de tous les bitcoins. Donc 22%, c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, ce chiffre, aujourd'hui, il tend plus à baisser de plus en plus. Ensuite, si on zoome maintenant uniquement sur l'année 2020, de manière un petit peu plus précise. Donc là, on va avoir en bleu, on va dire les bitcoins qui sont illiquides, donc qui ne sont pas accessibles, personne peut les acheter. Les bitcoins qui sont hautement liquides, en rouge, donc eux, ça va être ceux qui sont vraiment directement sur les plateformes d'échange, dans les carnets d'ordre, etc., etc. Donc directement disponibles à l'achat. Et ensuite, qui sont liquides. Donc ça veut dire que on peut les acheter, mais c'est pas aussi facile et c'est pas aussi rapide que les actifs qui sont extrêmement liquides, avec la courbe rouge et donc pour juste liquide, la courbe orange. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on voit de nouveau que on a les bitcoins qui sont de plus en plus illiquides. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 1 million de plus, là on le voit, de bitcoins qui sont devenus illiquides en 2020. Donc c'est quand même considérable sur 21 millions de bitcoins qui existera un jour. À l'heure actuelle, on n'est même pas sur 21 millions. Donc ça fait quand même beaucoup, 1 million en une seule année. Et on voit vraiment en fait l'accumulation massive de bitcoins qui a eu lieu. Donc pour être précis, hein, on a 14,5 millions de bitcoins qui sont illiquides, 1,2 million de bitcoins qui sont liquides et 3 millions qui sont extrêmement liquides. Donc on peut facilement aujourd'hui acheter. Voilà. Donc 1 million de bitcoins qui sont devenus illiquides en 2020. Comment est-ce que ça va évoluer pour 2021? Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de continuer parce qu'on le voit avec notamment l'évolution des portefeuilles qui ont plus de 1000 bitcoins, ça ne cesse d'augmenter. Donc pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de signe de faiblesse par rapport à ça. On va vraiment atteindre une crise de liquidité. Je vous rappelle que le prix est défini par l'offre et la demande et que bien évidemment, en fait, si l'offre est très limitée, il suffit qu'il y ait une petite demande qui augmente pour que le prix explose. Donc ça, il faut également le prendre en compte. Je mettrai en fait la source notamment de ces graphiques. En fait, c'est un petit peu plus expliqué dans le détail sur les méthodes de calcul, notamment pour dire qu'un bitcoin c'est liquide, illiquide ou extrêmement liquide. Je mettrai en fait la source dans la description. Alors maintenant, une question quand même qui se pose, c'est bon, très bien. Donc, est-ce que le prix ne fera que monter et donc est-ce que tout le monde va devenir millionnaire? Je pense que c'est une question qui pourrait se poser. Donc, je vous avais déjà mis en fait ce graphique-là, là je vais vous le remettre, qui nous montre en fait le pourcentage aujourd'hui de Bitcoin qui sont en profit. Bon, sans surprise, on est à 100%. Donc on est à 100%, oui, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas amené à rester comme ça ad vitam aeternam. On l'a vu en 2013. Là, je vous ai justement remis en fait les phases de hausse en 2013, où on voit que oui, effectivement, on est resté plusieurs mois dans cette zone rouge où quasiment tout le monde gagnait de l'argent. Et là aujourd'hui, on le ressent, hein, dans l'euphorie en fait des gens, dans la façon en fait dont les gens peuvent même communiquer. On voit que tout le monde est assez confiant, assez sûr d'eux, on gagne de l'argent, c'est trop simple, etc., etc. On en reparlera en fait plus tard de ce sera encore pareil en fait dans quelques mois ou dans quelques années. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment, ça se ressent. Et en plus, là, on le voit, bien sûr, dans les graphiques, c'est assez
facile en fait d'imaginer que tout le monde est en profit quand le Bitcoin ne fait que monter. Même si il y a de la casse, hein, vous inquiétez pas qu'il y a aussi de la casse, hein, quand il y a de la liquidation en cascade comme ça, comme on l'a eu notamment cette semaine, en l'espace de quelques heures, des millions de dollars qui se font, des centaines de millions de dollars qui se font liquider, il y a de la casse et des personnes qui s'amusent un petit peu trop avec le levier. Hein. Donc on le voit, on a un fort moment où tout le monde est en profit durant plusieurs mois, sauf que qu'est-ce qui se passe après? Purge, et on passe de 100% à 60%. Donc là, c'est quasiment la moitié, au final, qui vont se retrouver en perte. Et là, en plus, on se base uniquement sur tous les bitcoins. Il peut y avoir éventuellement des bitcoins qui ont été perdus, qui ont été volés, etc. Donc, on pourrait même baisser encore davantage ce prix. Enfin, ce pourcentage, pardon. Et en plus de ça, après, ça repart à la hausse. Très bien, de nouveau, tout le monde est gagnant, c'est la folie, etc. Et après, c'est la descente aux enfers. On passe de 100% à moins de 40%. Et comme j'ai pu vous le dire, à mon sens, on peut encore baisser un petit peu plus en fait ce pourcentage si on veut qu'il se rapproche un peu plus de la réalité, même si là c'est purement spéculatif. En tout cas, moi j'estime que à mon avis, il est plus surestimé en fait que sous-estimé ce pourcentage-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ce n'est pas parce qu'on gagne à un moment, à un instant T, qu'on va gagner en fait durant 6 mois, durant 1 an, durant 5 ans. Et ça en fait c'est très important de bien le comprendre. On peut gagner beaucoup d'argent à un instant T. Je ne compte pas en fait le nombre de personnes qui étaient multimillionnaires en 2017 et qui en 2018 et en 2019 n'avaient quasiment plus rien. Et moi honnêtement aujourd'hui je pense qu'il va se passer exactement la même chose. Comme j'ai pu vous le dire, il suffit de quelques gros pour vraiment qu'ils calment le jeu. Et honnêtement, ils peuvent calmer le jeu de manière brutale. Donc on peut vraiment avoir des baisses qui peuvent être très très fortes, qui peuvent surprendre beaucoup de monde, de 20, 30, 40, 50% en l'espace de quelques jours. On est quand même sur un actif qui n'a pas une liquidité extrême comme plein d'autres actifs, qui peut fortement baisser. Donc faites quand même attention par rapport à ça. En général, quand il y a un petit peu trop d'euphorie, quand tout le monde est un petit peu trop sûr de lui, en général, il y a de la casse. Hein. Donc là, c'est plus l'expérience qui parle, mais honnêtement, faites quand même attention par rapport à tout ça. Donc à mon sens, faites attention, si on part sur un scénario similaire à 2013, on va avoir une baisse qui va faire sortir tout le monde, ou quasiment tout le monde, bien évidemment pas tout le monde, mais vraiment quasiment tout le monde. Une baisse éclair de 80%, je peux vous dire qu'il restera plus grand monde à la fin, même si ça repart. Hein. Alors maintenant, je pense pas, d'accord, qu'on aura une baisse aussi importante. Pourquoi? Parce que 2013, à mon sens, n'est pas vraiment une comparaison qui est valable à l'heure actuelle. Voilà. Tout comme 2017 n'est pas une comparaison qui est valable non plus. On est en fait dans un contexte qui est complètement différent. Et ça, il faut aussi l'accepter. On a toujours cette tendance, et c'est normal en fait, parce que on essaie de se rattacher un petit peu à ce qui s'est passé dans le passé pour essayer en fait de prédire le futur. Ça peut fonctionner, comme ça peut ne pas du tout fonctionner. Donc c'est normal en fait de le faire, mais il faut comprendre que ce n'est absolument pas une science exacte. Le contexte, il est complètement différent, autant par rapport à 2013 que par rapport à 2017. Même j'ai envie de dire par rapport à 2013, c'est totalement différent. Il n'y a aucun point de comparaison possible aujourd'hui. Donc le fait qu'on ait une hausse parabolique comme ça en 2013 et qu'on parte sur quelque chose de similaire maintenant, à mon sens, n'est qu'une coïncidence parce que le marché n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, les plateformes d'échange de l'époque, honnêtement, ne sont pas les plateformes de maintenant, les produits dérivés n'existaient pas à l'époque, il n'y avait pas du tout cette liquidité, quasiment personne ne connaissait en fait le Bitcoin, enfin bref, il y a 15 000 points de comparaison différents si vous voulez, et des points qui sont similaires, il y en a vraiment très très peu. Hein. Donc c'est pour ça que, à mon sens, cette comparaison en fait n'est pas vraiment intéressante en tant que telle, parce qu'on ne peut pas juste partir du principe qu'il va se passer la même chose. Je pense pas en fait que en l'état actuel des choses, on puisse avoir une baisse de moins 80% par exemple. On peut avoir une baisse de moins 20, moins 30, moins 40%, pourquoi pas. Plus ça paraîtrait quand même beaucoup, vu que le marché il a vraiment beaucoup évolué et qui devient de plus en plus crédible de la part de tout le monde et même des plus gros fonds, des banques, des hedge funds, etc., etc. Alors qu'en 2013, personne s'intéressait au Bitcoin. Donc vraiment, il y a beaucoup trop en fait de points de comparaison qui au final sont complètement différents. Alors, même contrairement à 2017, on est en fait sur un contexte qui est complètement différent.
2017, c'est avant tout l'année en fait des particuliers qui sont attirés en fait par les rendements des ICO. Mais qui est-ce qui nous parle d'ICO aujourd'hui? Personne. Vous voyez que c'est pas ça qui attire les gens. Donc même ce qu'on a eu en 2017, à mon sens, n'est pas du tout comparable à ce qu'on est en train en fait d'avoir. Ce qui a déclenché en fait ce bull market n'est absolument pas le même déclencheur en fait que 2017, qui avait été tout le phénomène ICO avec tous ces nouveaux projets qui voulaient refaire le monde et qui au final n'ont rien refait du tout. Et ben là pour le coup on a eu un déclenchement qui est lié à la crise du Covid, assez étonnant, mais pour le coup à mon sens le Covid a été l'un des plus gros éléments déclencheurs du bull market actuel. On a eu le fait que les politiques ont fait n'importe quoi et continuent à faire n'importe quoi avec la monnaie. Donc une confiance qui commence vraiment à se dégrader de la part des principales monnaies fiduciaires comme le dollar ou comme l'euro, et le fait en fait que, eh ben justement, il y a des gros acteurs qui commencent vraiment à se dire en fait le Bitcoin c'est pas si déconnant que ça. En fait le Bitcoin ça peut être vraiment crédible pour se protéger en fait de l'inflation à venir, des dérives monétaires, des politiques, des banques centrales et tout ce que vous voulez qui sont en train de faire n'importe quoi avec la monnaie. Aujourd'hui on est plus concentré en fait sur parler du vaccin que de parler en fait des conséquences économiques. Et pourtant à bon sens les conséquences économiques feront bien plus de morts que le Covid-19, vont mettre les gens en fait dans une dépression qui va être bien plus importante que ce qu'aura fait en fait le Covid-19. Et je pense que les médias devraient un petit peu plus se préoccuper en fait de parler de ce qui va se passer en fait, notamment dans les années à venir. Alors ils sont concentrés en fait sur le court terme uniquement avec le vaccin, ce qui fait peur aux gens. Mais concrètement, la crise économique en fait qu'on est en train d'avoir, je pense que personne est en train de la voir venir. Et pourtant, ça risque de faire très très mal. Et tout ça aujourd'hui, eh ben, fait que le Bitcoin devient de plus en plus crédible. Et notamment avec l'arrivée en fait de très très grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Depuis juillet-août 2020, on a eu MicroStrategy qui ont acheté au final pour plus d'1 milliard de Bitcoin. On a Galaxy Digital Holdings également qui ont acheté pour plusieurs centaines de millions de dollars. On a Square. On a des milliardaires qui ont commencé à diversifier et pour certains une grosse partie de leur fortune en Bitcoin. On va avoir des entreprises qui proposent donc des produits pour les pros pour qu'ils puissent investir en fait dans le Bitcoin comme Grayscale ou comme pour les ETF qu'il y a au Canada, notamment avec 3iQ, je sais pas si je prononce bien, qui également, eux, vu qu'ils proposent tout un tas en fait de produits, eh ben sont obligés également d'avoir le sous-jacent, en l'occurrence le Bitcoin en grande partie, mais aussi l'Ether qui commence quand même à pas mal justement arriver avec pas mal de produits et notamment même les CME qui devraient arriver cette année sur l'Ether. Donc par rapport aux contrats futurs. Donc on est vraiment sur un contexte qui est complètement différent. Vraiment, il n'y a rien de similaire. Moi, je trouve qu'il n'y a absolument rien de similaire par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Le flux en fait de liquidité, il est totalement différent. Et donc c'est pour ça en fait qu'on ne peut pas espérer des comportements similaires. Voilà. Et l'une des raisons à mon sens pour laquelle il n'y a toujours pas de alt season, donc de bull market sur les altcoins, eh bien, c'est principalement que la liquidité aujourd'hui se concentre principalement sur le Bitcoin. Quand PayPal également rentre, c'est principalement le Bitcoin qui est mis en avant, même si c'est pas forcément que le Bitcoin qui est accepté, c'est le Bitcoin. Quand les entreprises comme MicroStrategy s'exposent aux cryptos, c'est pas sur les altcoins, c'est en priorité sur le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui est vraiment là en priorité et qui capte le plus gros du flux qui est en train d'arriver en fait sur le marché des crypto-monnaies. À mon sens, il y aura quelques autres altcoins qui pourront en profiter, notamment l'Ether sur lequel je suis extrêmement haussier pour 2021, mais ne vous attendez pas forcément à avoir tout le marché qui explose. Attention également à pas vous faire avoir sur les altcoins contre le dollar. En fait, très souvent, les altcoins en fait sont impactés par le Bitcoin. Quand le Bitcoin prend beaucoup de valeur par rapport au dollar, indirectement, les altcoins en profitent. Mais très très peu sont celles qui sont capables de surperformer en fait le Bitcoin. Et c'est ça qu'il faut absolument regarder. C'est la surperformance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et pour l'instant, c'est exécrable. Pour 99,9% des altcoins, elles ne parviennent pas à surperformer le Bitcoin sur une période de temps relativement longue. On peut avoir quelques excès en fait qui vont durer quelques heures ou quelques jours. C'est génial pour ceux qui font du trading. Mais ceux qui veulent vraiment investir à long terme, honnêtement aujourd'hui, des crypto-monnaies qui sont sur une tendance haussière contre le Bitcoin, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est pas facile à trouver. Hein. Donc voilà par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que à ce jour,
tout ce qui va être entreprise cotée en bourse, tout ce qui va être fortune comme les milliardaires, et également tout ce qui va être entreprise privée et produits dérivés comme ce que proposait en fait tout simplement produits dérivés, produits pour investir en fait pour les réservés aux pros comme Grayscale, comme 3iQ, etc. Ils vont tous avoir besoin en fait de Bitcoin, et aujourd'hui ça représente 5 à 6% du nombre total de Bitcoin en circulation. Donc ça commence à faire, 5 à 6%, on parle de à peu près 1 million de Bitcoin. Donc ça commence quand même à faire pas mal, et en plus ça ne fait que croître de manière quand même assez importante aujourd'hui. Donc ça c'est déjà une des grosses différences. La deuxième par rapport à 2017 et encore plus par rapport à 2013, c'est que les plateformes aujourd'hui pour les particuliers, elles sont beaucoup plus préparées à l'afflux massif de clients que ce n'était le cas en 2017, notamment avec des procédures de KYC qui ont été automatisées, des moyens de paiement en monnaie fiduciaire, en euros, dollars qui sont démocratisés. Aujourd'hui, la plupart des plateformes le permettent. Auparavant, c'était pas le cas. Il y avait juste que quelques plateformes qui le permettaient. Puis après, il fallait transférer en fait les bitcoins à acheter sur d'autres plateformes. Enfin bref, on n'est pas du tout en fait sur des plateformes qui sont aujourd'hui les mêmes. Pareil par rapport à la vérification. En 2017, c'était tout le temps quasiment fait de manière manuelle, aucune automatisation, c'était long, il fallait attendre des semaines pour être validé, pour pouvoir enfin déposer en fait des fonds. Enfin bref, c'était un calvaire. Vraiment, c'était un calvaire. Alors tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, vraiment, il y a encore des problèmes, notamment quand il y a vraiment des gros pics d'afflux et une liquidité qui explose. Les plateformes ont quand même un petit peu du mal, on l'a vu de nouveau cette semaine, mais concrètement, elles ont quand même fait des progrès. Et puis, il faut quand même partir du principe que quand il y a un flux qui est plus important que la moyenne, n'importe quel système se retrouve dans les choux. C'était exactement pareil en mars 2020 sur les plateformes d'échange traditionnelles. On prend par exemple les plus grosses comme Interactive Broker. Je peux vous assurer que quand il y avait la panique, au moment en fait où le marché ouvrait, les plateformes étaient complètement en rade. Donc c'était exactement, je veux dire voilà, il y avait un afflux bien plus important en fait que la moyenne. Donc ça touche également les marchés traditionnels. Ce n'est pas que un problème qui existe en fait sur les marchés des crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, pour moi on est sur un cycle qui n'est ni comparable à 2013 ni comparable à 2017. Est-ce que c'est effrayant? Absolument pas, on le savait. On le savait en fait tout simplement. J'ai pu en fait vous le rabâcher. Attention, dès qu'on va casser les 12 000 $ et en plus les 20 000 $, on va être dans une zone où on ne sait pas ce qui va se passer. On va être en price discovery, on va être en découverte de prix. On ne sait pas ensuite où seront les zones de résistance, où seront les zones de support. Devinez quoi? Les zones de résistance pour l'instant, c'est pas facile de les trouver. Vu que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pour l'instant ont été capables de trouver la zone de résistance parce que on n'a toujours pas en fait trouvé le top de la vague actuelle. Donc vous voyez que c'est pas simple. Mais concrètement, c'est pour ça en fait qu'il fallait être lourdement positionné avant que ça arrive. On peut encore faire des choses aujourd'hui. On a envoyé quand même quelques signaux au sein de Club Invest qui ont été quand même plutôt performants et qui ont quand même permis en fait de s'exposer à la vague en cours tout en ayant quand même une bonne gestion du risque. Clairement, c'est pas le niveau d'entrée optimal parce que le niveau optimal c'était les 12 000 $. C'est là qu'il fallait vraiment envoyer et charger la mule. Et il fallait surtout pas vendre après aux 20 000. Comme j'ai pu en fait vous le rabâcher, ne vendez surtout pas aux 20 000. Vous êtes pas là en fait pour vendre à 20 000 $, mais bien plus haut en fait tout simplement. Et malheureusement, je vois très souvent des gens qui n'arrêtent pas en fait de faire que vendre, acheter, qui font du trading, alors que honnêtement, ceux qui font de l'investissement là pour le coup à plus ou moins long terme ou du swing comme moi je le fais en fait à plus ou moins long terme, en fait ça monte tout seul, on est plutôt peinard en fait tout simplement et le portefeuille prend énormément de valeur. Et on va juste finir, je vous mets en fait le graphique des altcoins contre le Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, attention, ne vous précipitez pas encore sur les altcoins, il n'y a rien aujourd'hui qui nous montre qu'on est en train de se retourner sur les altcoins contre le Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir du Bitcoin, ça reste la meilleure aujourd'hui des décisions pour performer au mieux. Ce n'est pas en fait parce que les altcoins ont l'air de donner en fait des signaux contre le dollar que c'est intéressant de les prendre. Ça, je le rabâche. Achetez l'actif qui se performe le mieux. Et celui qui performe le mieux, là vous le voyez, c'est pas les altcoins, c'est le Bitcoin. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Pour l'instant, on reste quand même vraiment baissier sur les alts contre le Bitcoin.
Il y a quelques petites altcoins par-ci par-là qui donnent des petites tendances sur lesquelles on peut s'amuser un petit peu et faire du trading. Mais concrètement, pour se positionner à long terme, on n'est pas encore du tout sur un scénario comme on a pu l'avoir en 2017. Donc de nouveau, rien ne se reproduit comme à l'identique. Au contraire, j'ai envie de dire, tout est complètement différent. Une hausse parabolique, une halte saison qui n'existe pas. Donc vraiment, rien n'est similaire et c'est pour ça qu'il faut être capable de s'adapter en conséquence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, c'est important, le like pour le soutien. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine. Bye bye.